Alors en fait, la qualité des candidats et des candidates est telle que chacun a un prix. Voilà, nous avons tenu à récompenser absolument chacun et chacune. Mais il y a un gagnant ou une gagnante, je vous laisse encore le suspense, que je donnerai son nom à la fin des prix spéciaux. On est à Cadouin et on fait un concours d'éloquence. Et alors c'est botulien déjà, c'est essentiellement botulien, parce que la tradition orale, eh bien, c'est l'exercice de l'éloquence. Et on essaye d'être sur ces lignes de crête, on va voir comment ça marche ce soir, entre le sérieux et l'ironie, le deuxième degré. Voilà, donc on peut se casser la figure, c'est sans filet. Mais ça ne se passera pas. Qu'est-ce que le botulisme apporte à la philosophie selon vous ? Tout. Le principe est tout simple. Pendant toute l'histoire, des gens ont cru pouvoir philosopher, dire des choses qui leur paraissaient intelligentes. Et du jour au lendemain, un homme, Jean-Baptiste Botul, n'a rien dit. Et parce qu'il n'a rien dit, il cultivait le non-dit. Il est devenu le véritable professeur de philosophie de l'humanité. Botul était un philosophe de tradition orale. On ne sait pas grand-chose de lui, mais on sait ça, n'est-ce pas ? Donc c'est une sorte de Socrate du XXe siècle. Il a vécu au XXe siècle. Et on ne sait pas trop pourquoi il avait refusé d'écrire des livres et même de lire des livres. Il était assez quand même calé, mais il se faisait lire les livres, de philosophie notamment, et par des femmes, on ne sait pas pourquoi, une voix féminine, ça l'inspirait. Voilà, donc il a apporté Aujourd'hui, ça n'existe plus, les philosophes qui n'ont pas des diplômes, qui n'ont pas fait de longues études à l'université. Et alors Botul, il voulait rompre avec cette tradition où le philosophe est complètement, on va dire, mangé par l'écrit, quoi. Il doit maîtriser l'écrit du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est comme ça que je définirais son apport génial, évidemment. Je dirais que, en dehors d'apporter quelques points d'interrogation et quelques perspectives absolument ouvertes surtout, je ne suis pas convaincue qu'on ait un apport objectif. La philosophie avant le botulisme, est-ce que ça existait ? À peine. À peine, c'est-à-dire que Botul a inventé la philosophie. Avant, il y avait des précurseurs. D'ailleurs, on disait avant les philosophes pré-socratiques, maintenant on dit les philosophes pré-botuliens. Je crois que c'est un signe quand même. La philosophie, j'en sais rien, parce que la philosophie c'est vraiment très très large, c'est un corpus très large. Mais pour moi, le botulisme apporte à moi, c'est beaucoup d'amitié, c'est des amis, c'est un groupe de gens que j'aime bien, avec qui on essaye d'écrire, de faire des choses. Ma nièce qui était amie avec la fille de Monsieur Lim, Maya, voulait pour son stage faire un concours d'éloquence, comme le faisaient les amis de Botul avec des adultes entre guillemets, mais elle voulait un spécial jeune. On a plongé tout de suite dans cette aventure parce qu'on aime beaucoup les folies, ça nous amuse, ça nous booste, enfin, etc. Et en plus, on ne pouvait que s'entendre avec les amis de Botul parce que notre village est un village canular, avec le suaire qui est faux, qui est vrai, qui se fait enlever, qui se retrouve à Toulouse, enfin, etc. Et qui se révèle un linge du Fatimide du XIe siècle. On pouvait que s'entendre avec eux, quoi. C'est évident. Non. Après, si vous faites un truc hyper classique, un exposé hyper classique avec des réponses hyper classiques, c'est pas un problème, c'est un concours d'éloquence. Vous cassez pas la tête, hein. Vous avez plus de liberté pour faire des zigzags et des trucs comme ça que si c'était un vrai concours d'éloquence de Sciences Po et tout, c'est pas ça, hein. On n'y est pas là. Et derrière la blague, il y a du sérieux et on comprend facilement la blague. Mais maintenant, comment comprendre le sérieux derrière Botul ? Alors vous faites une distinction qui n'existe pas dans le monde botulien entre la blague et le sérieux. Nous pensons que toute blague est sérieuse et tout sérieux est matière à blague. Et c'est difficile, parce que parfois nous-mêmes on s'y perd. Il y en a un qui ne s'y perd pas, c'est Jean-Hugues Lim, parce que lui sait ce qui est sérieux et il sait ce qui est drôle, mais nous non. Nous, on se laisse porter en fait. Ah, le sérieux derrière le Botul, si vous voulez, c'est une entreprise compliquée
d'auto-moquerie. On se moque de nous-mêmes et on se moque des choses de l'air du temps, de tout ce qui se passe. Et c'est une manière aussi, l'humour, c'est une manière de prendre distance par rapport au réel. C'est une question extrêmement difficile dans la mesure où il me semble que chez Botul, tout est sérieux. On a l'impression qu'on rigole, on a l'impression qu'on fait des blagues, qu'on organise des réunions philosophiques dans des endroits perdus du fin fond de la France. On croit que c'est sérieux, mais c'est pas du tout sérieux. Et en réalité, le but, en fait, c'est d'être à la fois très sérieux et pas du tout sérieux. C'est tout le problème de Botul. C'est la contradiction permanente de Botul, tout et rien en même temps. Comment comprendre le sérieux de Botul? Eh ben, je pense que Botul, c'est quand même une incroyable histoire d'amitié. Et que l'amitié, c'est quand même quelque chose d'ultra sérieux. Et en fait, on s'est tous rencontrés il y a 27 ans. On venait tous d'univers complètement différents. Et on a la nécessité absolue de passer une semaine de vacances ensemble tous les ans, depuis 27 ans. Donc le sérieux, c'est ça. C'est que c'est une vraie belle histoire. En fait, c'est comme les deux faces d'une même pièce de monnaie, quoi. Quand c'est réussi, à la fois il y a du sérieux, mais en même temps c'est dit d'une certaine façon qui ouvre la voie à l'ironie, au sourire et parfois à la blague et parfois même à la mauvaise blague. Ça peut nous arriver. Donc c'est une ligne qu'il faut suivre, qui n'est pas toujours facile. Et ce soir, on va essayer, par exemple, de tenir cette ligne, parce que le sujet est quand même bizarroïde. L'avenir a-t-il un futur, ou c'est l'inverse, parce qu'on a hésité entre les deux trucs. Et donc c'est un sujet sérieux, mais en même temps c'est un sujet qu'on n'oserait jamais poser au bac pour de vrai, parce que c'est quoi cette histoire-là, le futur, l'avenir, etc. C'est un côté parodique, et en même temps derrière il y a une histoire sérieuse. Notamment quand on a 20 ans, c'est un peu ça qu'on attend, on va voir ce qu'on va entendre ce soir. Pour rester dans le thème de ce soir, pour vous, est-ce que notre temps présent correspond à ce que Botul envisageait pour l'avenir? Ah bah oui, forcément. Ça, Botul, on le sait, avait tout envisagé. Enfin, Botul avait dit, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. On y est. Hein, ça c'est... Botul a dit, l'existence précède l'essence, mais de peu. On y est. On y est. Botul a dit, quand le héron prend son pied, il se casse la gueule. Enfin, regardez l'actualité, on y est. On y est. Voilà, Botul a tout prévu. C'est une évidence. Pas du tout. Botul envisageait des choses formidables. Botul était contre la guerre. Botul était contre la misère. Botul était contre la tyrannie. Botul était contre le crumble. Et toutes choses qui faisaient qu'il pensait que le monde serait merveilleux. Et en réalité, le monde n'est pas merveilleux. Mais nous avons l'espoir de voir un jour la pensée de Botul chevaucher dans les plaines et les campagnes, surpasser les montagnes, s'envoler dans les cieux et faire de cette terre un endroit botulien. Les propos de Botul, je ne sais pas s'ils étaient prémonitoires par rapport à notre époque, mais il proposait une attitude dans la vie générale qu'on pouvait appliquer à toutes les époques. Voilà. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas bien comment Botul s'est situé dans le temps. C'est quelqu'un qui nous a toujours dit, par exemple, que le futur, c'était une sorte de passé atteint d'Alzheimer. Donc, la question est trop complexe pour que je puisse apporter une réponse simple. Et en même temps, la question est intéressante, évidemment. Mais y répondre en l'état, je peux pas. Alors là, je ne saurais pas vous répondre honnêtement, parce que en fait, Botul, c'est un trou noir, quoi. Comme il n'a pas écrit, on a très peu de traces. C'est ça le problème de la tradition orale en philosophie. Donc on n'a que des transcriptions. Il y a eu des bouquins signés Botul qui ont été édités ces dernières années, qui ont très bien marché d'ailleurs, et ça va continuer. Alors les gens nous demandent, oui, mais alors votre philosophe est de tradition orale, mais il y a des bouquins signés. Oui, mais il a parlé, il a fait des conférences, il y a des gens qui ont recueilli ça. Et donc, sur la question que vous posez, vous m'embarrassez parce qu'on n'a rien retrouvé. Mais il est né dans un village des Hautes-Corbières, près de Narbonne, là, qui existe.
On peut y aller en vacances, on y va d'ailleurs souvent en vacances. C'est un peu la mecque du botulisme, quoi, vous voyez. Et là, il y a une armoire énorme qui s'appelle l'armoire de l'Herrière. Et c'est là qu'on l'explore depuis déjà plus de 20 ans, parce que l'association existe depuis 27 ans, je ne sais pas si vous en rendez compte. Et donc, peut-être qu'un jour, on va trouver dans l'armoire de l'Herrière l'alias, justement, qui répondra à votre question. Je vous ferai signe, ça c'est sûr. Est-ce que l'association des Amis de Botules vous a aidé dans vos plaidoiries ou dans votre activité d'avocat? On ne peut pas dire parce que j'étais doué dès le départ. Et j'avais un talent qui a été reconnu extrêmement vite. Absolument. Alors ça m'a servi moi pour des négociations. C'est-à-dire que quand les négociations sont bloquées, eh bien, je m'adresse à la personne qui bloque les négociations et je lui dis précisément la phrase que je viens de vous citer. Quand le héron prend son pied, il se casse la gueule. Et ça, tout d'un coup, ça déverrouille les négociations. Alors après, on ne sait pas où ça va, mais ça se remet en marche. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci. Bienvenue pour ce concours d'éloquence qui a pour thème, donc, le futur a-t-il un avenir? Voilà, je ne me suis pas trompé, j'ai failli dire le contraire. Nous allons entendre 5 plus 3 candidats. 8 candidats en tout, candidats, candidates. 3 qui viennent de l'Île-de-France, on va dire, de Paris pour simplifier, et 5 autres qui viennent en force de Cadouin ou de pas loin de Cadouin. Voilà. Voilà. Donc le rapport de force est déjà compliqué, mais bon, ils vont se débrouiller. Alors le principe est simple. Elles ont eu le sujet il y a déjà quelques jours au moins. Chacun et chacune a eu le temps de le préparer dans sa famille, chez elle, chez lui, etc. Comme il voulait, le jury ne veut pas savoir quels moyens, légaux ou illégaux, ils ont utilisés, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est ce que nous allons entendre. Voilà. Ce que nous allons entendre, c'est des discours qui sont en temps limité. Notre ambition, c'est de terminer à 22h30. On va essayer de tenir cet horaire. Je ne vous garantis rien. Il y a 8 candidats, il y a des questions des jurés. Donc 5 minutes pour chaque discours. Et pour être sûr qu'on respecte cet horaire, nous avons le maître du temps, j'ai nommé Jean-Alain Michel. Voilà. La règle, c'est la suivante. Au bout de 4 minutes, pour avertir le candidat qu'il est en train de s'en mêler des crayons et qu'il faut qu'il se dépêche un peu, je ferai ça. En toute douceur, maintenant, pas trop le perturber. Au bout de 5 minutes, je ferai ça. Mais le candidat a la possibilité de poursuivre encore pendant quelques secondes ou davantage dès l'instant où il ne reprend pas sa respiration. Il va terminer sa phrase, il en fera 2 s'il veut, mais sans reprendre sa respiration. Nous avons eu des candidats qui tenaient 3 minutes sans respiration, ce qui posait un petit problème d'équité. Donc je serai sanglant et sévère. Merci, maître du temps. Voilà. Je vais vous présenter maintenant l'honorable jury, en commençant par les gens de Cadouin, on va dire comme ça pour simplifier, hein, je ne sais pas où vous habitez. À Cadouin, alors voilà, Marilyn Kegler, voilà, tu es de Cadouin. Elle s'engage, c'est très courageux. Ensuite, à son côté gauche, Thomas Mongelard. J'ai bien dit? C'est ça. Bravo. Bordeaux. Bordeaux. Bon, parce qu'il y a des étrangers. Et à ses côtés, Diane Fassola, qui habite Bordeaux. La première. Alors, on a fait pour le tirage au sort, on a procédé de la façon suivante. Ah oui, excusez-moi, voilà. C'est vrai que j'ai oublié quelque chose. Botules, c'est ça, c'est un président et c'est tout. Ça commence bien. Ah voilà. Bravo, bravo. Alors, ils sont Christophe Clair, qui est au bout de la table, voilà. Voilà. À ses côtés, Claire Doublier, avocat dans
général civil et donc ils ont une pratique de l'éloquence redoutable, mais ils ne sont pas candidats. On ne sait pas si c'est de bons avocats en fait. Et nous avons un artiste qui s'appelle Jean-Hugues Lim, qui a coaché comme un petit peu les candidats et candidates avant que vous arriviez pour savoir s'ils portaient bien la voix, enfin bref, tous les détails techniques et les techniques de la respiration, enfin voilà. C'était le seul coaching. Pour le reste, sur l'écriture même des discours, eh bien, nous ne sommes absolument pas intervenus, nous autres du jury. Je n'ai pas. Ah, oui, voilà, ok. Bon, et donc je vais appeler la première candidate, puisque c'en est une, on l'a tirée au sort, mais je ne retrouve pas mon petit papier. Ah ben voilà. Elle s'est désignée d'elle-même? Qui c'est? Mets la pression au jury, Camille. Un peu de suspense, prends ta respiration. Bonsoir. J'aime la philosophie. Je trouve cela agréable, instructif et distrayant même. Mais il y a certains aspects de la philosophie qui me déplaisent, notamment le fait d'utiliser de grands et jolis mots pour pas grand-chose. Bien sûr, philosopher nécessite une grande précision et un grand vocabulaire, mais parfois à outrance. Le futur a-t-il un avenir? L'exemple type. Le genre de phrase qui peut vite donner mal à la tête et dont il nous faut vérifier les définitions exactes des termes pour être sûr de ne pas faire fausse route. Le futur a-t-il un avenir? Certains pourraient traiter de la théorie des cordes, de celle de la relativité ou au contraire du présentisme. On pourrait aussi philosopher sur la thèse de l'évolution transcendantale ou des religions. Mais je trouve que cela est un peu trop arrogant. Nous sommes des animaux, dont seule notre capacité à philosopher parvient à nous éloigner ou nous faire oublier notre condition primaire de bête. Le radiologue est formel, Hugo ne marchera plus. Le jeune garçon de 13 ans, qui ne rêvait que de marquer des buts dans la cour, sur le terrain délimité à la craie, et qui n'avait pour but que d'être le prochain capitaine de l'équipe française de foot, se verra condamné pour toujours à une chaise roulante. Avant son accident, ses parents voyaient en lui la patience d'un médecin, la présence d'un acteur, la justesse d'un avocat. Mais aujourd'hui, que dire? Que dire à ce garçon dont le futur n'a plus le même avenir, dont l'espoir part en fumée et dont les posters des footballeurs moisissent sur les murs, tachés par la laideur du destin? Certainement pas les mots qui vont suivre. Laissez-moi vous dire que le futur a un avenir pour ceux qui veulent y croire. Pour ceux qui, comme Coluche, pensent que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Qui, comme Gambetta, pensent que l'avenir n'est à personne. Qui, comme Einstein, pensent qu'il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir. Je crois avant tout que le futur a un avenir pour ceux qui savent voir le verre à moitié plein, ou pour ceux qui osent le boire. Je crois que le futur a un avenir pour ceux qui savent regarder devant sans se soucier de ce qui a été une fois. Si le destin vous joue des tours et vous fait perdre foi au lendemain, si le futur semble déjà joué et que la vie ne semble plus faite pour être vécue, rappelez-vous que pour Hugo, assumer que son futur a de l'avenir revient à s'asseoir dans son fauteuil roulant et dire fièrement « Je ne marche pas, mais j'avance ». Merci. Étienne Klein propose deux visions du futur. Soit le futur existe déjà quelque part et atteint notre arrivée, soit le futur est néant, puisqu'il n'existe pas encore, et même quand il sera là, nous l'appellerons présent. Dans les deux cas de figure, comme une sempiternelle ritournelle, s'opposeront alors pessimisme, optimisme, indifférence et j'en passe. Si le futur existe déjà, alors nous n'avons aucune prise sur ce qu'il est, ou plutôt sera. Nous sommes donc impuissants face au temps et notre avenir est tout tracé. Et malgré nos efforts et l'usure de nos corps pour le modeler, s'il est écrit alors, il en sera ainsi. Ne faut-il donc pas mieux avoir l'espoir que ce futur qui existe quelque part soit rempli de bonheur? En ce qui me concerne, je préfère penser à l'autre vision. Car à l'âge de 3 ans seulement, j'ai demandé à mes parents « c'est qui dirige ma vie ?» Et comment vous dire que j'espère que c'est moi et pas ce foutu destin. Allons donc regarder du côté de la seconde, qui se rapproche des idées d'Aristote. Selon Aristote, l'avenir n'a d'existence que pour l'esprit. C'est seulement parce qu'on l'atteint qu'il existe. C'est donc nous qui donnons naissance au futur, alors on peut voir le futur comme une grande feuille immaculée sur laquelle on aurait le droit de tout faire. Je m'appelle Théo, j'ai 22 ans, j'habite à Paris. Je suis actuellement célibataire, donc mon numéro est le 06, bip 21. Et je suis ouvert à tout type de date, café,
petit verre après cette conférence, à la romantique. Mais plus important encore, je termine en ce moment des études de robotique, ce qui fait de moi pour le moment, je l'espère, le seul ingénieur de Botul. Entre les avocats, psychanalystes, humoristes et journalistes en devenir, qui est moins bien disposé à philosopher sur un tel sujet? Le futur a-t-il un avenir? La voix de mon professeur de philo de terminale résonne dans ma tête. Si tu ne comprends pas le problème du sujet, tu dois le réécrire avec des mots simples. Très bien. Parfait. Je m'y emploie. Un synonyme de futur. Après. Un synonyme d'avenir. Après. L'après a-t-il un après? Travaillant l'été en centre aéré, je me demande parfois à quoi ressemblerait le futur des enfants que je côtoie. Entre Pierre, qui a peur de faire caca seul à 5 ans, Paul, qui insulte ses camarades à seulement 4 ans, et Jacques, qui explique le midi à ses amis comment se masturber, je me dis que le futur de notre futur a un avenir brillant. Enfin, eux, c'est mon futur. Moi, je suis le futur de mes parents. Ces enfants sont donc le futur de mes parents. Ou mes parents sont-ils leur propre futur, me laissant leur futur présent comme mon futur à moi? Eux héritant du futur passé de mes grands-parents. Dans ce cas-là, mon futur aurait-il un avenir plus brillant que le futur encore plus futuriste des jeunes du centre aéré? Malheureusement, ces derniers jours, le futur annoncé n'a pas l'air très glorieux. Nous avons eu la saison 5 milliardaires aiment tellement le Titanic qu'ils décident de rejoindre les vestiges du bateau, mais aussi leurs passagers grâce à une manette de Xbox et un Bluetooth défaillant. La saison taper sur des manifestants n'était pas assez. Utilisons notre monopole de la violence légitime pour tuer des gosses. Suivi rapidement de la saison. Rendons un policier millionnaire en quelques jours parce que, ouin, on n'a pas le droit d'être raciste en paix. Tout ça sur un fond de guerre sur le sol européen depuis plus d'1 an, et pas à cause de la fameuse scission pain au chocolat chocolatine. Des migrants qui se noient pas loin de notre spot de vacances rêvées sur la côte italienne, et des records battus en natation, mais aussi en température. Comme un mème le dit si bien, c'est l'été le plus chaud jamais enregistré, mais le plus froid du reste de notre vie. Bon, l'avenir imaginé dans la cour de récré semble bien loin de notre futur actuel, qui ressemble de plus en plus à un épisode de Black Mirror. Tout ça donne envie de ressortir le slogan de François Hollande, le changement, c'est maintenant. Le futur est après le présent, qui est lui-même après le passé. Donc le futur est une conjecture qui peut être calculée, spéculée, théorisée, ou bien même anticipée selon les données à un moment donné. Donc le futur peut être modifié selon nos faits et gestes. Mais qu'est-ce qui est l'avenir de notre futur? C'est les enfants. Et qu'est-ce qui indique le chemin du futur aux enfants? C'est les parents. Et ça commence dès le plus jeune âge. Dans le berceau, on remarque que les enfants... je me suis perdu. Et ça commence dès le plus jeune âge. Dans le berceau, suite à une étude très complexe menée sur le sujet, nous avons observé qu'avant les années 1970, les enfants étaient tournés vers la personne qui les pousse dans la poussette. Donc, vers la famille. Elle les entravait dans les traditions en regardant vers l'avant. Mais à l'inverse, dans les années post-70, les poussettes se sont de plus en plus orientées vers l'extérieur, tournant donc le dos aux traditions en regardant vers l'avant. Ah non, vers l'arrière. Ce changement marque une coupure profonde entre la société d'antan, les valeurs qui étaient construites, saupoudrées d'un fantasme post-sartrien de l'homme autoconstruit. La poussette est donc un objet à 4 roues créé par William Kent en 1733, mais les premiers modèles de poussettes orientés vers l'avant ont été créés entre 1965 et 1970. Ça veut dire qu'ils ont pris 230 ans à se rendre compte que l'enfant n'en avait rien à foutre du parent. Alors, on va continuer l'histoire 2 piliers plus loin. Voilà, un beau jour, Lazare meurt. On le voit, étendu au sol, tout seul, entouré de personnes. Il a laissé ses seules possessions derrière lui, sa besace et sa crécelle. Il est tout seul, mais juste au-dessus de lui, on voit des ailes. En effet, ce sont des anges qui viennent l'accueillir et l'amener dans le sein d'Abraham. On voit Abraham juste ici, avec le petit corps de Lazare qui est en train de prier.
Il est bien protégé dans le grand manteau. Et il y a même, encore une fois, d'autres anges qui sont en train de jouer de la musique avec leur petite flûte. Et juste en face, on a l'Ombriche, excusez-moi, qui meurt lui aussi. Alors, lui par contre, on voit bien, il est entouré de ses proches ou de ses pleureuses, dans un beau lit à baldaquin, encore une fois, pour montrer sa richesse. Mais il n'est pas attendu par des anges, il est attendu par des démons. On en voit 2 ici, à côté de son lit. Et une fois qu'il meurt, on voit son corps emporté en enfer, qui est en train de brûler dans les flammes, avec juste au-dessus des flammes 2 têtes, c'est les âmes damnées. Et juste à côté de ces 2 têtes, on voit encore une fois des démons qui sont en train de le déchiqueter, de lui agripper le mollet, de lui manger le bras. Vous êtes en train de me dire, mais de quoi il parle? Elle s'est trompée de texte là, non? Eh bien non. Si nous réfléchissons bien, il y a un lien entre notre sujet, le futur a-t-il un avenir, et la parabole de Lazare. On pourrait en fait faire une parabole de la parabole. Les 2 personnages de mon histoire, Lazare et l'homme riche, représentent en fait l'humanité. Voulons-nous finir en enfer, condamnés, dans les flammes éternelles, ou alors mériter notre place au paradis, mais sur terre? Alors vous avez bien compris la morale de l'histoire, et si vous n'avez pas envie de lire la Bible, car Abraham a dit à l'homme riche, pour s'échapper de l'enfer, il faut lire la Bible. Donc si vous n'avez pas envie, vous pouvez tout simplement lire au moins les rapports du GIEC. Merci de votre attention et n'oubliez pas le guide. Mademoiselle, comme on a un peu de temps, on va un peu vous cuisiner juste pour vous mettre à l'aise, quoi. Alors d'abord, qu'est-ce que vous faites comme dans la vie en général? Non, je ne vous demande pas de votre 06, que vous êtes étudiante, vous travaillez? Je vais passer en première. En première En première au lycée, en option mathématiques, physique et SVT. Voilà. C'est là où vous notez que notre président, en fait, retombe en enfance dans ce sujet sur le temps et il devient un peu Jacques Martin. Ils sont là, tes parents? Ils sont dans la salle? Ils te photographient? Bon, ok. Et alors pourquoi ce concours d'éloquence vous a-t-il comme ça attiré? J'aime plutôt bien écrire et j'ai vu le QR code et je me suis dit pourquoi pas. Bon, j'ai été forcée par ma mère, mais... C'est ça. Debout la maman. Oui, la maman là, c'est incroyable ça. Elle est là. Ouais. Bon, mais c'est bien en fait, ça nous fait vivre des instants magnifiques. Ma première motivation, c'est que maman m'a dit tu peux mettre ça dans Parcoursup. J'y crois pas trop, mais... si, Botul dans Parcoursup, c'est ultra porteur. Ah oui. On vous fait un certificat à la fin, signé, et de tout le jury en plus. Ah oui. Je peux en avoir un. Oui, c'est normal sup direct. Non, mais c'est sûr. Bon, là, c'est la première édition, donc on n'est pas encore franchement reconnu internationalement. Mais dans quelques temps, le concours d'éloquence de Cadouin, j'en suis persuadé, sera une référence. Le futur a-t-il un avenir? Voici la question qui nous a été posée. Je vous en prie, si quelqu'un ici ce soir a compris la phrase précédente, qu'il ou elle se manifeste pour m'aider à prendre un discours éloquent là-dessus. Si on décortique un peu la question, le futur nous renvoie à un temps lointain, très lointain, dont nous ne verrons peut-être même pas les prémices. Un temps qui appartient aux générations qui nous succéderont. Nous, par exemple, nous vivons dans le futur d'il y a 2 siècles. L'avenir, quant à lui, est le temps qui se lit dans les cartes, au creux de la main ou dans l'horoscope de Voici. C'est un temps beaucoup plus certain qui appartient à ceux qui peuplent la planète en ce moment même, ceux que nous croisons tous les jours, les paysages que nous admirons, les sols que nous cultivons, les étendues de verdure qui nous approvisionnent en oxygène. Alors, penser au futur de l'avenir, c'est penser bien plus loin que notre existence, bien plus loin que les prochaines générations. C'est tendre vers une immensité qui nous dépasse, l'infinité du temps. Et cela nous semble inatteignable, n'est-ce pas? Mais qui d'autre que nous peut bâtir ce surlendemain? Pour assurer l'avenir du futur, ne faut-il pas avant tout soigner le présent? En effet, nous-mêmes héritons d'un bagage historique fort des générations qui nous ont précédés, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée en 1789 et qui encore aujourd'hui fait autorité dans notre système législatif.
Ou 9 ans plus tôt, l'invention de la brosse à dents que nous enfournons dans notre cavité buccale matin, midi, soir. Quelle décennie! Ainsi, nous pourrions faire de même pour les prochaines générations, en commençant par préserver notre planète, par exemple. Cette chère mère nature qui s'efforce de nous fournir autant de ressources que nous lui en exigeons. Et bien qu'écolo rime avec pas rigolo, cela ne se résume pas à vivre en forêt, déféquer dans des toilettes sèches pour alimenter son compost et se doucher que lorsqu'il pleut. Mais plutôt à revoir son mode de consommation petit à petit, revenir à l'essentiel, soigner son présent, sans pour autant céder à nos tentations de chaque instant. Aussi, ne serait-il pas judicieux pour un meilleur surlendemain de soigner notre relation à l'autre? Lorsque l'on sait que chaque divergence avec autrui est sujet à la haine, la mobilisation de chacun devient primordiale. Primordial aussi de concevoir la différence non pas comme une menace, mais comme un enrichissement. Ainsi, nous serions les bâtisseurs d'un surlendemain exempté des torts qui pèsent sur la conscience de l'humanité. Xénophobie, homophobie, antiphobie, grossophobie et j'en passe. Tous ces mots en phobie qui riment avec antipathie. Alors, messieurs, mesdames, le futur a-t-il un avenir? Si nous persévérons dans la générosité, le respect, l'entraide, le partage, alors oui, le futur a un avenir. Et il sera même peut-être grandiose. Nonobstant, mon point de vue jusqu'à maintenant fut très autocentré. Le futur peut s'entrevoir avec ou sans nous autres êtres humains. Qui sait, peut-être qu'un jour, le blob, cet être unicellulaire, visqueux et sans cerveau qui résiste au micro-ondes, presque immortel, nous dominera un jour, nous dominera tous. Alors, vaut mieux se mettre dans la poche dès maintenant. Sur ce, bonsoir, merci de m'avoir écouté. Et comme le dirait notre cher conquérant le blob, Je vois vraiment perplexe là. Pourtant, c'était construit, c'était fluide. Non, moi j'ai allez-y, il y a de la place. Voilà. Pardon, j'ai une difficulté de positionnement par rapport avenir, futur et toilettes sèches. Est-ce que vous pouvez être un peu plus détaillante sur cette problématique? Parce que je sens qu'il y a un truc fort là-dessus. Surtout quand même, mais il y a un point, il faut conclure. Vous avez parlé de la brosse à dents et du blob, mais on n'est pas sûr de savoir si le blob utilise des brosses à dents ou pas. Et pour l'hygiène buccale du blob, c'est important. D'ailleurs, c'est quoi cette obsession pour François Hollande? Bon, d'autres questions? Le maître du temps est content, mais alors là... Le maître du temps a droit à une question? Le maître du temps, bien sûr. Alors, une question. J'ai bien observé la salle pendant que tous vos candidats, vos concurrents passaient. Et sans cesse, ce chien que vous voyez là-bas, tournait, virait, embêtait tout le monde, cherchait une croquette, un mollet à mordre, etc. Et pendant tous. Et quand vous êtes arrivé, il s'est posé dans cette position que vous voyez là, affalé, heureux. Est-ce que vous y voyez un signe? Un public, ça se conquiert un par un. Et là, elle commence par un chien. Et c'est pas le plus facile. Voilà. Merci beaucoup, Anna. C'est le ring, il y a la boxe. Et alors, est-ce que finalement, votre projet réel ce soir, c'était pas de mettre vos adversaires dans les cordes? On peut dire que c'est un peu ça, mais étant donné que je n'ai pas choisi de passer en première, j'aurais pu passer en dernière et les mettre dans le ring à la fin, ça aurait semblé un peu étrange. Mais oui et non. Qu'est-ce qui permet de mieux envisager l'avenir? Boire le verre à moitié plein ou boire le verre à moitié vide? Pour continuer dans la métaphore alimentaire, le but c'est de croquer la vie à pleines dents. Je suis épaté que dans cette jeune génération, il y a encore des soutiens de François Mitterrand. Alors, justifiez-vous. C'était Hollande. Hollande. C'est un lapsus, mais le bon passé a encore plus à passer que le passé. Non, mais il avait un charisme tellement considérable, surtout avec sa fameuse phrase
We can do, be what you want to do, be us. Je trouvais qu'il y avait une phrase dans votre texte. L'enfant n'a rien à foutre de ses parents. Alors là, vraiment, je suis vraiment un mec consterné, quoi. Bon, est-ce que vous assumez vous maintenez? Pardon, papa. Je vais prendre votre défense parce que j'ai adoré votre référence à Lazare. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a compris que Lazare, c'est L''hasard. Et c'est vrai que cette fulgurance entre le hasard et l'avenir, qui n'est rien d'autre qu'un présent heureux, je trouve ça formidable. Donc je ne peux que vous féliciter. Il y a quand même, parce que tout à l'heure on a parlé du wokisme, et vous avez parlé, et moi j'étais un petit peu choqué, vous avez parlé des cisterciens, mais qu'en est-il des transterciens? Ah mais c'est une très bonne question, moi je les laisse comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, je ne poserai pas de questions, c'est leur choix. On a besoin d'une certaine discrétion et intimité, mais on n'a pas de salle de délibération. Ah ben on fait comme au tribunal. Hein. On fait sortir la salle. On fait sortir la salle. Hein. Je reprends l'ordre de passage, en fait. Pour Fanny Fontaine, excuse-moi d'écorcher ton nom, eh bien, nous lui accordons le prix de la plus attachante à cause de sa théorie des cordes. À Théo Lamarck, nous attribuons, vous vous rappelez Hugo, le fauteuil, etc., l'accident de voiture. Nous attribuons le prix de la meilleure chute. À Lililou Naletto, nous attribuons le premier prix de musique de gong classique. À Théo Magoudi, le prix du meilleur 06. À Gaspard Lim, le prix Potemkin pour sa théorie de la poussette qui descend. À Blanche Bourgex, guide fameuse de la Bible, nous attribuons le prix du meilleur hors-sujet. Et à Anna Porquet-Blanchard, nous attribuons le prix du mot le plus chic, nonobstant. Voilà, et vous avez peut-être remarqué que j'en ai oublié un ou plutôt une. Nous décernons le Grand Prix d'éloquence de Cadouin à Clotilde Bourgex. Double trophée donc. On voit. Et le deuxième trophée est prêt? Il arrive. Il arrive. Ah. Oui, il y a deux trophées, puisqu'il y a un trophée des Amis de Botul et un deuxième trophée des Amis de Cadouin. Bravo, c'est une très belle palme. Même à Cannes, ils n'ont pas une palme comme ça. Et alors, Maya, tu as offert la coupe des Amis de Jean-Baptiste Botul, et tu iras loin avec ça, crois-moi. Ah bah oui. Et les remerciements. Les remerciements. Les remerciements, quand même. Pour que tu sois à l'aise. Et maintenant, tu es obligé de faire un discours de remerciement. Alors, au bout de 4 minutes... Merci. Et merci à l'homme de ma vie, François Hollande, qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Voilà. Vraiment, on a eu ce soir
avec toute cette jeunesse, la réponse à la question l'avenir a-t-elle un futur? Ou l'inverse, comme vous voulez. Parce que vraiment, quand on les entend, quand on voit leur talent, quand on voit leur humour, quand on voit leur décontraction, on se dit que oui, l'avenir a un futur. Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les lieux ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier, donc plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les débats sont morts.